l'intégration. Donc, dans cette intégration, on va avoir trois notions différentes, mais souvent on confond parmi ces trois notions. Il y a ce qu'on appelle primitive, il y a ce qu'on appelle intégrale indéfinie, et il y a ce qu'on appelle intégrale définie. Donc, ces trois notions, bien sûr, on va les voir séparément. Bon, donc on va commencer par définir c'est quoi une primitive. Donc, soit f, donc une fonction qui est définie sur un intervalle AB. Donc, une fonction grand F définie aussi sur AB est dite primitive de la fonction f si les deux conditions suivantes sont vérifiées. La fonction grand F est continue sur l'intervalle AB et la fonction grand F est dérivable à l'intérieur de AB et on a f' de x égale f de x en tout point x appartenant à AB. Attention, donc ici, vous pouvez rencontrer une autre définition, enfin, pas tout à fait celle-là, à savoir, on vous dit si f est une primitive sur AB, ça veut dire tout simplement grand f' égale f sur AB. On n'ajoute pas le fait qu'elle soit, on ne dit pas à l'intérieur. Ça sera donc, il y a enfin une définition simple, grand F est une primitive de petit f si f', grand F' égale petit f de x. Mais dans ce cas, quand une fonction n'est pas continue, Monsieur, vous pouvez reprendre à dire ce qu'on a cours algèbre. voilà, Donc, d'accord. Donc je reprends. Donc, une fonction grand F définie sur AB est dite primitive de la fonction petit f qui est aussi définie sur AB si les deux conditions suivantes sont vérifiées. La fonction grand F est continue sur AB et la fonction grand F est dérivable à l'intérieur de AB. C'est quoi l'intérieur de AB? C'est-à-dire AB auquel on enlève A et B. Et on a f' de x égale f de x en tout point x intérieur à AB. Ça, c'est une définition, mais vous pouvez rencontrer une autre définition qui s'annonce comme suit. Vous avez donc petit f toujours une fonction définie sur un intervalle AB. Donc, quand je dis l'intervalle AB, c'est possible A appartient à AB, c'est possible il n'appartient pas. La même chose pour B. Si l'intervalle est fermé, A et B appartiennent. S'il n'est pas fermé, il y a au moins un des deux qui n'appartient pas. Donc, une fonction grand F est dite, donc toujours définition AB, est dite primitive de petit f si grand F' égale petit f de x. Ça, donc, on va perdre beaucoup de fonctions. C'est pour ça qu'on essaie de faire, enfin d'ajouter, de regarder uniquement à l'intérieur. Parce que si petit f n'est pas continu, automatiquement, le grand F peut ne pas exister. C'est-à-dire, on verra dans la suite, bien sûr, quand petit f est continu, elle admet toujours une primitive. Mais si elle n'est pas continue, c'est possible qu'elle admet une primitive, c'est possible qu'elle n'admet pas de primitive. Bon, on va voir un exemple. Bon, si... Donc, je vais voir un tableau.
Voilà, donc je prends voilà, f de x égale, je vais vous donner la fonction qu'on a eue dans l'examen, x carré sinus 1 sur x, si x est différent de 0. Et 0 si x est égal à 0. Bon, bien sûr, elle est partout dérivable et en 0, il n'y a pas de problème. C'est f de x moins f de 0, donc moins 0, donc c'est toujours f de x, sur x moins x de 0, et donc sur x. Donc vous aurez x sinus 1 sur x. Et la limite de x sinus 1 sur x, c'est égal à 0. Pourquoi? Parce que sinus 1 sur x est borné, et vous avez la limite de x est égale à 0. Donc 0 fois quelque chose borné, c'est 0. Maintenant, si vous la dérivez, qu'est-ce que vous allez avoir? Donc f' de x, ça va être égal à 2x. Voilà. Donc, je reprends. Donc, vous aurez f' de x, ça va être égal à 2x sinus 1 sur x moins cosinus 1 sur x. Pourquoi? Parce que donc je dérive d'abord x au carré, c'est 2x fois sinus 1 sur x, et puis je dérive sinus 1 sur x, ça va être cosinus 1 sur x, multiplié par la dérivée de 1 sur x, c'est moins 1 sur x2, fois x2, c'est moins 1. Voilà. Mais cette fonction, si vous regardez, limite, quand x tend vers 0, f' de x. C'est égal à quoi? Donc ça, je sais que ça va tendre vers 0, 2x sinus 1 sur x, puisque 2x ça tend vers 0, sinus 1 sur x est borné, donc la limite c'est 0. Mais le problème c'est cosinus 1 sur x. Cosinus 1 sur x quand x tend vers 0, n'admet pas de limite. Donc la limite n'existe pas. C'est-à-dire, f' n'est pas continu. Mais il existe f de x, donc grand f de x, on a dit qu'il est égal à x carré sinus 1 sur x si x différent de 0 et 0 si x est égal à 0. Donc ici, vous avez, je l'ai appelé grand f de x. Bon, là, je vais l'appeler en haut. Celle-là, je vais l'appeler g de x. Et donc, on a bien grand f' de x, c'est égal à g de x. Bien que g de x n'est pas continu, et
elle admet une primitive. Donc, ce n'est pas uniquement les fonctions continues qui admettent des primitives. Bien sûr, je répète, dans la suite, on verra que toutes les fonctions continues admettent des primitives. Maintenant, si vous voulez, ça va être quoi les fonctions qui admettent une primitive? Ça va être tout simplement les fonctions qui vérifient le théorème des valeurs intermédiaires. Parce que on a déjà vu que toute fonction continue vérifie le théorème des valeurs intermédiaires, c'est-à-dire l'image d'un intervalle est un intervalle. Ou bien, si elle admet deux valeurs, grand A et grand B, elle va admettre toutes les valeurs qui sont entre A et B. Donc, toute fonction continue, on a dit, elle vérifie le théorème des valeurs intermédiaires. Mais il y a des fonctions, oui, il y a des fonctions, entre autres, les dérivées. La dérivée de toute fonction vérifie le théorème des valeurs intermédiaires. Voilà, par exemple, si vous prenez enfin, la fonction en escalier, par exemple. Voilà, je prends ça. C'est-à-dire, elle n'est pas continue en ces points-là. Eh bien, cette fonction-là, vous êtes sûr qu'elle ne peut pas admettre une primitive. Pourquoi est-ce qu'elle ne peut pas admettre une primitive? Parce que si elle admet une primitive, c'est qu'elle est la dérivée d'une certaine fonction. Et toute fonction dérivée, enfin d'une certaine fonction, vérifie le théorème des valeurs intermédiaires. Alors que celle-là ne vérifie pas le théorème des valeurs intermédiaires. Par exemple, ici, elle prend cette valeur en ce point, et en ce point-là, elle va prendre cette valeur, mais elle ne prend aucune valeur entre ces deux-là. Il n'y a aucun point ici tel que l'image, ça sera un point ici. Ça n'existe pas. Donc, elle ne vérifie pas le théorème des valeurs intermédiaires. Donc, cette fonction ne peut pas admettre une primitive. Donc, on revient au cours. Voilà, dans ce cas, bien sûr, avec cette définition, on regarde la dérivée uniquement à l'intérieur de l'intervalle. On ne s'occupe pas des bords. Mais vous pouvez prendre une autre définition où on exige que même au bord, elle doit être dérivable et que sa dérivée est égale à, à petit f de x. Bon, donc maintenant qu'on a défini qu'est-ce que c'est qu'une fonction, qu'est-ce que c'est qu'une primitive, on va définir qu'est-ce que c'est qu'une intégrale indéfinie. Voilà. Bon. Bon. D'abord, je regarde
Voilà. Donc, je prends une fonction g de x, qui est une primitive de petit g de x. Alors, g de x plus c est aussi une primitive de petit g de x. Pourquoi? Si vous prenez donc grand G de x plus c, une constante quelconque, vous dérivez. La dérivée de, donc ça va être la dérivée de grand G plus la dérivée de c. La dérivée de g, on a dit c'est petit g, et la dérivée de c, c'est 0. Donc, dès que vous avez grand G, une dérivée de petit g, automatiquement, grand G plus c est aussi une dérivée de grand G. Donc, dès qu'elle admet une primitive, c'est que si j'ajoute n'importe quelle constante à cette primitive, c'est aussi une autre primitive. Maintenant, si je prends deux primitives quelconques, G, grand G et grand Phi sont deux primitives de G. Dans ce cas, quand je fais la différence et je dérive, donc je vais avoir petit g moins petit g, puisque les deux sont primitives de g. Donc leurs dérivées, elles sont toutes égales à g. C'est égal à 0. Donc la dérivée de g de x moins phi de x est égale à 0, quel que soit x. C'est-à-dire g de x moins phi de x est égal à une constante. Ou bien g de x, c'est tout simplement phi de x plus une constante. Et donc, je ne peux pas avoir d'autres dérivés, plutôt d'autres primitives. C'est-à-dire, c'est quoi la primitive, l'ensemble des primitives d'une fonction? Ce sera une primitive plus n'importe quelle constante. Bon, bien sûr, si elle admet donc une primitive, c'est qu'elle admet une infinité de primitives. À chaque fois on ajoute une constante, on obtient une autre primitive. Donc, en conclusion, si une fonction grand G de x est primitive d'une fonction G de x, alors grand G de x plus c est aussi primitive de G de x. Et toute primitive de G de x est de la forme grand G Monsieur, de x plus c. Oui, pardon, كاين اللي قال لك accepter non. attends, on va voir. Oh, c'est un peu délicat là. Bon, donc on continue. Maintenant, on va définir qu'est-ce que c'est que donc une primitive. C'est quoi? Donc attention, donc c'est quoi une primitive? C'est une fonction. Donc une primitive est une fonction. Voilà. Donc il faut se mettre dans la tête comme quoi une primitive, c'est une fonction. Maintenant, on va voir intégrale indéfinie. Bon, l'ensemble de toutes les primitives d'une fonction f définie sur intervalle AB est appelé intégrale indéfinie de f. On le note intégrale de f de x dx. Donc, c'est quoi l'intégrale indéfinie de f? Cette intégrale-là, c'est un ensemble de fonctions. Une primitive, on a dit, c'est une fonction, et l'intégrale indéfinie, c'est un ensemble de fonctions. C'est quelle fonction? C'est tout simplement toutes les primitives de f. L'ensemble de toutes les primitives de petit f
est appelée intégrale indéfinie de petit f. Donc, et on a dit comment est-ce qu'on trouve l'ensemble de toutes les primitives. Il suffit de prendre une primitive, n'importe laquelle, et ajouter des constantes. Donc, si une fonction grand f est une primitive d'une fonction petit f, alors on écrit l'intégrale de f de x dx égale grand f de x plus c. Attention, cette écriture, elle est commode, mais normalement, elle n'est pas juste. Ce qu'on doit écrire, pour être plus rigoureux, c'est l'intégrale de f de x dx est égale à l'ensemble de f de x plus c. Bien sûr, il faut ajouter ici avec c appartenant à R. Mais comme c'est un peu, c'est un peu compliqué l'écriture, pour simplifier l'écriture, on écrit tout simplement l'intégrale f de x dx égale grand f de x plus c. Mais ça veut dire c'est l'ensemble de toutes les fonctions. Normalement, on doit écrire c'est grand f de x plus c avec donc virgule c appartenant à grand R. Et là, donc, quand vous voyez ici grand f de x plus c, ça ne veut pas dire que c'est une fonction. On sous-entend que tout ça, c'est un ensemble de fonctions. C'est les fonctions, par exemple, quand vous prenez c égale à 0, ça va être une primitive, c égale 2, c égale 3, c égale 100, c égale 1,5, n'importe quelle constante c. Ça fait partie de cet ensemble-là. Voilà, donc, on va voir maintenant, avant de continuer, donc je vais donner un exemple. Voilà, par exemple, je prends f de x, par exemple, égale x au carré plus 2. Donc, l'intégrale de x carré plus 2 dx, ça va être égal, donc en général, c'est des fonctions qu'on connaît. Donc, je regarde x au carré. Quelle est la fonction que je dérive, elle me donne x au carré? C'est tout simplement x3 sur 3 plus, et quelle est la fonction que je dérive? Ça me donne 2, c'est tout simplement 2x plus une constante c. Oh, bien sûr, là, en général, vous écrivez ça. Mais vous pouvez avoir une autre écriture de l'intégrale. Vous pouvez dire comme quoi l'intégrale x au carré plus 2 fois dx. Bon, il y a quelqu'un qui me dit, par exemple, pour moi, c'est d'accord, si je dérive celle-là, je vais avoir x2. Mais il y a quelqu'un qui dit, par exemple, si je dérive cette fonction-là, donc x3 sur 3 plus 1, la dérivée de cette fonction-là, ça va être x2. Et donc, je peux l'écrire, parce que j'ai dit, c'est n'importe quelle
primitive. Donc celle-là, c'est une primitive de x2. Donc je peux écrire cette primitive. Et plus, par exemple, 2x, par exemple, je vais mettre moins 2 ici. Donc celle-là aussi, c'est une primitive de 2. Puisque quand je dérive ça, je trouve 2. Et bien sûr, je vais ajouter une constante. Voilà. Celle-là, c'est la même chose. Celle-là, c'est 2. Parce qu'elle me donne toutes les primitives de x2 plus 2. Bien sûr, en général, quand vous demandez à quelqu'un de vous donner l'intégrale définie de celle-là, il vous donne celle-ci, mais pas celle-là. Parce que c'est le même ensemble. Ici, bien sûr, la constante, c'est une constante qui appartient à R. Par exemple, si je prends ici, parce que j'ai mis ici plus 1 moins 2, donc le tout c'est moins 1. Et moins 1, je peux le mettre dans la constante. Donc, on écrit, bien sûr, souvent, on écrit comme ça la primitive, tout simplement, on cherche l'écriture la plus simple. Mais celle-là aussi, elle est juste. Celle-là, c'est exactement le... Parce que, je répète, l'intégrale indéfinie, ce n'est pas une fonction, mais c'est un ensemble de fonctions. Voilà. Bon, maintenant, on va essayer de voir certaines méthodes qui permettent, bien sûr, le but maintenant de ce cours, c'est... Bon, bien sûr, on ne peut pas calculer n'importe quelle intégrale indéfinie d'une fonction, mais dans certains cas, on peut trouver des intégrales indéfinies. Donc, donc je vais donner des méthodes. Donc, d'abord, on va voir l'intégration à l'aide d'un changement de variable. Bon, dans certains cas, une intégrale indéfinie, on a une autre intégrale indéfinie plus simple à calculer. Donc, on fait le changement de variable, c'est dans le but d'obtenir une intégrale qui est plus simple à calculer. Et bien sûr, on n'a pas un changement de variable, il n'y a pas une méthode qui donne le changement de variable, c'est tout simplement, c'est par expérience qu'on retrouve les changements de variables qu'on doit opérer. Donc, théorème, soit f et phi, deux fonctions définies sur, respectivement sur i, c'est-à-dire f définie sur i et phi définie sur delta, tel que phi de i inclus, plutôt phi de delta inclus dans i. Phi est continue sur delta et elle est dérivable à l'intérieur des points de delta. C'est-à-dire, on ne regarde pas la dérivabilité au bord. Alors, si f admet une primitive grand F sur I, et donc l'intégrale est égale à grand F de x plus c, la fonction f de phi de t fois phi prime de t admet aussi une primitive sur delta qui est égale à grand F de phi de t. Et par suite, on a l'intégrale de f de phi de t, phi prime de t dt, c'est égal à grand F de phi de t plus c, puisqu'on va prendre comme changement de variable x égale phi de t. Bon, donc qu'est-ce qu'on a? On a donc phi qui est défini sur delta. Voilà, delta c'est un intervalle.
Donc, il y a phi qui est défini sur delta. Et on a dit phi de delta est inclus dans grand I. Et on a f qui est défini de grand I dans R. Ça, c'est f. Donc, on a dit l'intégrale de f de x dx, c'est égal à grand F de x plus c. On a dit maintenant, si je regarde phi de f, donc f de phi de t fois phi prime de t, si je regarde cette fonction, bon, bien sûr, cette fonction, elle est définie sur delta, puisque t appartient à delta. Phi de t, elle démarre de delta. Bon, bien sûr, avec f, elle va dans R. Donc, elle est définie de delta dans R. Maintenant, on a dit, si on regarde l'intégrale de f de phi de t fois phi prime de t dt, cela, ça va être égal à grand F de phi de t plus une constante c. Bon, pourquoi? C'est-à-dire grand F de phi de t, c'est une primitive de f de phi de t fois phi. Pourquoi est-ce qu'on a ça? Il suffit de dériver. Quand vous dérivez cela, donc f de phi, donc je dérive tout ça. Cette dérivée, ça va être, donc je dérive f au point phi de t. Donc la dérivée de f, puisque j'ai ici grand F, c'est une primitive de petit f, donc ça va être f de phi de t. Attention, ici je suis en train de dériver une fonction composée. Donc je dérive grand F au point phi de t, j'obtiens f de phi de t, et maintenant je dois multiplier par la dérivée de phi de t. Donc multiplier par la dérivée de phi prime de t. Voilà. Donc l'intégrale de f grand F de phi de t. Voilà. Bon, bien sûr, on a exigé que phi soit dérivable, parce qu'on a besoin ici de la dérivée de phi. Voilà, donc on va voir maintenant comment est-ce qu'on utilise ce changement de variable. Bon, donc dans la pratique, j'ai l'intégrale de f de x dx, puisque l'intégrale de f de x dx c'est grand F de x. Ça va être égal à l'intégrale de f de phi de t, phi prime de t dt, au point t égale phi moins 1 de x. Si je reviens, voilà. Donc j'ai ici l'intégrale de f de x, c'est grand F de x. Donc l'intégrale de f de x dx, ça va être, on a dit, c'est l'intégrale de phi de t, phi prime de t, et je trouve ça, grand F de phi de t. Mais quand je remplace t par phi moins 1 de x, je trouve
grand F de x. Donc quand je remplace ici t par phi moins 1 de x, donc je vais retrouver exactement f de x. C'est-à-dire que je vais retrouver l'intégrale de f de x. C'est ce qu'on a dit ici. Donc on a dit l'intégrale de f de x dx, c'est égal à l'intégrale de f de phi de t phi prime de t. Pourquoi est-ce que c'est égal à cette intégrale? Parce que cette intégrale, on a dit, c'est grand f de phi de t. Et après, donc, grand f de phi de t, si je remplace t par phi moins 1 de x, je vais trouver grand f de x. Et donc, c'est ce qu'on utilise pour faire un changement de variable. Voilà un exemple. On veut calculer l'intégrale de x racine de 1 moins x dx. Bon. Donc, dans cette intégrale, voilà, donc je vais faire donc je vais calculer l'intégrale de x racine de x moins 1 dx. Bon, qu'est-ce qui me gêne dans cette intégrale? Ce qui me gêne vraiment, c'est cette racine-là. Je ne sais pas comment calculer l'intégrale, surtout à cause de cette racine. Donc, on va essayer d'enlever cette racine. On va faire un changement de variable. Bon, pour enlever cette racine, on va poser t égale à cette racine-là. Si je pose ce changement de variable, moi, je vais avoir x égale à phi de t. Donc, je vais avoir t au carré, c'est égal à x moins 1. Voilà, ça implique. Ici aussi implique x, dans ce cas, c'est égal à t au carré plus 1. Racine de x moins 1 dx, ça va être égal. Donc ça, c'est f de x. On a dit on va prendre f de t, c'est-à-dire on remplace x par phi de t. Phi de t, c'est ça. Voilà, ça c'est phi de t. Donc quand je remplace x par phi de t, qu'est-ce que j'obtiens? X, on a dit, c'est l'intégrale. Donc x, on a dit, c'est phi de t. C'est t au carré plus 1. Multiplié par racine de x moins 1. On a dit racine de x moins 1, c'est t. Donc multiplié par t. Et maintenant multiplié par, parce que ça c'est f de phi de t. On a dit qu'il faut le multiplier par phi prime de t. Et ici, phi prime de t, ça va être 2t. Bon, ça va être égal à l'intégrale. Donc ici, à 2, ici, en 2.
je peux faire sortir le 2, il n'y a pas de problème. Donc, c'est 2 intégrales. Donc, ici, t au carré. Et là, c'est t au carré. Donc, c'est t en puissance 5, plutôt en puissance 4. Donc, t au carré en puissance. T au carré fois t au carré, c'est t en puissance 4. Maintenant, plus t au carré. Voilà. Ici, t au carré fois 1. Et donc, le tout fois dt. Bon, ça va être égal à 2 facteur 2 t en puissance 5 sur 5 plus donc plus t en puissance 3 sur 3. Et bien sûr, plus une constante c. Monsieur, d'où Bon, vient à l'intégration? Deuxième étape. pardon, Deuxième étape. je sais Min pas, جت 2t. 2t. 2t, c'est Oui, phi prime de t. 2t. On a dit c'est phi prime de t. Phi, c'est t au carré moins 1, plus 1. Parce que ici, qu'est-ce qu'il faut mettre? C'est f de phi de t fois phi prime de t. Donc, je remplace x ici, je l'ai remplacé par phi de t. Le x, c'est t au carré plus 1. Il y a t au carré plus 1. Racine de 1 moins x, c'est t. Et le tout multiplié par phi prime de t. Phi prime de t, c'est égal à 2t. Est-ce que c'est compris? Voilà, d'accord. je reprends ici. C'est l'intégrale de f de x dx, c'est égal à l'intégrale de f de phi de t fois phi prime de t fois dt. Bien sûr, on a dit au point t égale phi moins 1 de x. Voilà. Donc, j'ai f de phi de t, il est là, jusqu'ici. Après, multiplié par phi prime de t. Phi prime de t, c'est 2t. Fois dt. Et le 2, je le fais sortir parce que c'est une constante, on peut toujours faire sortir une constante. Quand vous dérivez 2f de x sans dérivée, c'est 2f' de x. Donc le 2, vous pouvez toujours le faire sortir. Bon, donc là, mais maintenant, je dois remplacer t par phi moins 1 de x. Donc ça va être égal à quoi? T, ça va être égal à x moins 1. Plutôt pas x moins 1. C'est racine de x moins 1, t. Puisque x, c'est t au carré moins 1. Et si je regarde la fonction inverse, ça va être racine de x moins 1. Donc, ça va être 2 facteur 2. Donc, t,
c'est x, donc c'est 1 sur 5 d'abord, fois racine de x en puissance 5. Racine de x moins 1 en puissance 5. C'est-à-dire fois x moins 1 en puissance 5 sur 2. Plus, donc c'est 1 sur 3. Et t, c'est quoi? On a dit toujours, c'est phi moins n de x, et phi moins n de x, c'est x, racine de x moins 1. Donc, fois x moins 1 en puissance 3 sur 2. Et bien sûr, le tout plus une constante. C'est, il ne faut pas oublier, puisque c'est un ensemble, on a dit, l'intégrale indéfinie, c'est un ensemble de fonctions. Donc, c'est une primitive de celle-ci. Et, bon, bien sûr, vous pouvez la dériver, vous allez trouver exactement ça. Sauf si on a fait une erreur. Donc là, on a posé, bien sûr, comme je dis, on a posé racine, c'est égal à t, et x, dans ce cas, c'est égal à x à t au carré plus 1. Donc, c'est phi de t qui est égal à t au carré plus 1, et phi prime, c'est égal à 2t. Ou bien, donc, dx, ce dx-là, on va le remplacer par phi prime fois dt. Voilà. Donc, l'intégrale, c'est égal à l'intégrale t au carré plus 1 fois t, et t, c'est la racine, et fois 2t, c'est tout simplement phi prime, fois dt. Et donc, vous allez trouver... Ouais. Ah oui, oui, donc, non, non, vous n'aurez pas TD puisque vous n'avez pas encore commencé le cours. Le TD, ça va être la semaine prochaine. On doit faire d'abord on fait un cours pour faire le TD après. Bon. Et donc, bien sûr, après, une fois que vous avez ça, cette fonction-là, donc c'est en t, il faut remplacer t par sa valeur. T, on a dit, c'est racine de 1 moins x. Quand vous allez remplacer, vous allez trouver ça. Voilà. C'est un ensemble. Bon, on peut voir encore un autre. Là, je vais juste rapidement, je ne vais pas le réécrire. Donc, vous avez toujours calculé l'intégrale dx sur 3 plus exponentielle x. Donc là aussi, ce qui nous dérange, c'est l'exponentielle x. Donc, on va essayer de faire un changement de variable. Changement de variable qu'on fait. Bon, bien sûr, c'est possible de faire, par exemple, l'exponentielle x égale à t. Je ne sais pas qu'est-ce que ça va donner. Mais là, on fait avec... c'est-à-dire, il faut essayer. Les changements de variables, il faut les essayer. Des fois, ça donne résultat, des fois, ça ne donne pas. Voilà, donc, on prend ici, le changement de variable qu'on va faire, c'est 3 plus exponentielle x égale à t. Dans ce cas, ça va être quoi? T, plutôt x. Donc, exponentielle x va être t-3. C'est-à-dire x va être logarithme ln de t-3, puisque ln de exponentielle x, c'est x. Et donc, vous aurez x égale ln t-3. Donc, vous avez t, c'est 3 plus exponentielle x, et x, c'est ln de t-3. Et maintenant, donc, il faut trouver le phi prime qui va nous donner le dx.
Le dx, je répète encore, c'est phi prime fois dt. Donc dt, il est là. Et phi prime, c'est la dérivée de ln t-3. Et la dérivée de ln t-3, c'est 1 sur t-3. Et donc, dx, ça va être égal à dt sur t-3. C'est-à-dire, cette intégrale-là, l'intégrale de dx sur 3 exponentielle t, ça va être égal à l'intégrale de dt sur t fois t-3. Bon, bien sûr, ici, je ne l'ai pas écrit, en général, on n'écrit pas, mais normalement, il faut ajouter, on ne peut pas avoir les x qui sont égaux à dt. Ce n'est pas possible. Donc, il faut ajouter comme quoi le t doit être égal à 3 plus exponentielle x. Ouais, voilà. Donc ici, en principe, on doit ajouter, enfin, c'est pour simplifier les écritures qu'on n'ajoute pas. Sinon, j'aurais ajouté avec, donc c'est égal à ça, avec t égale 3 plus exponentielle x. Donc, maintenant, on veut intégrer, c'est l'intégrale de t sur t fois t-3. Mais cette expression-là, c'est un tiers de moins 1 sur t plus 1 sur t-3. Parce que quand vous allez réduire au même dénominateur ici, là, vous allez multiplier par t, ici, et ici, vous allez multiplier par t-3. Donc, vous aurez, quand vous multipliez par t-3, moins 1, donc vous allez avoir moins t plus 3, et ici, vous allez le multiplier par t, donc plus t. Moins t plus t, il s'en va, et il me reste plus 3, mais on a divisé par 3. Donc, il reste 1 sur t fois t-3. Et donc, l'intégrale, là, c'est l'intégrale de ça. Donc, ça va être un tiers toujours. Intégrale de la première, avec un signe moins, puisqu'il y a un signe moins ici. Donc, c'est moins un tiers intégrale de dt sur t, plus l'intégrale de celle-là. Donc, plus un tiers, toujours avec un tiers en facteur, l'intégrale de dt sur t-3. Ça va être égal à 1 tiers. Donc, l'intégrale de t, vous connaissez, c'est ln, valeur absolue de t, et l'autre, c'est ln, valeur absolue de t-3. Et maintenant, on doit remplacer t par 3 plus exponentielle x. Donc, l'intégrale de dx sur 3 plus exponentielle x, c'est égal à 1 tiers. D'abord, quand je remplace ici par t moins, t, je le remplace par 3 plus exponentielle x. Donc, je vais écrire ici 3 moins 3 plus exponentielle x. Donc, ça devient ici exponentielle x. ln exponentielle x, ça va être x. Après, moins, ici, donc je remplace t par 3 plus exponentielle x. Mais 3 plus exponentielle x, c'est toujours positif. Donc, je peux enlever la valeur absolue. Et donc, j'aurai moins ln de 3 plus exponentielle x. Un tiers de tout ça, plus la constante c. Et bien sûr, quand vous dérivez ça, vous allez trouver exactement. Donc ça, c'est ce qu'on appelle intégration à l'aide des changements de variables. Donc, on connaît les changements de variables à faire. Mais ce n'est pas valable pour n'importe quelle fonction. Temps compliqué, donc où est-ce qu'on est là? Non. Ouais.
Bon, une autre méthode, donc une deuxième méthode, on a vu maintenant la méthode changement de variable. L'autre méthode qu'on utilisera souvent, il y a deux méthodes. Il y a changement de variable et l'autre méthode, c'est intégration par partie. Donc, intégration par partie. Donc, soit U et V, c'est des fonctions continues sur un intervalle I, sont dérivables à l'intérieur de l'intervalle. Ce qui nous intéresse, bien sûr, c'est juste à l'intérieur. Et l'intégrale de V du existe. Bon, bien sûr, c'est quoi V du? C'est tout simplement l'intégrale de V U' fois dx. Du, c'est égal à U' de x fois dx. Donc, on suppose qu'elle existe. Cette égal existe. Alors, l'intégrale de U dv, donc c'est l'intégrale de U fois V' de x fois dx, existe aussi. Et on a l'intégrale de UV, c'est égal à UV moins l'intégrale de V du. Bon, pourquoi ça? Bon, donc on a UV. Donc on a U de x fois V de x. On a dit que les deux fonctions sont dérivables. Pas de problème. Donc l'intégrale de V de x fois U' de x dx. Donc je répète, U' de x dx, c'est ce qu'on a noté du. Donc on peut trouver, cela existe. Cette intégrale existe. Bon, donc on veut trouver l'intégrale de U de x fois V' de x fois dx. C'est cela qu'on recherche. Bon, donc si je prends l'intégrale de U de x fois V de x, tout ça dérivé dx, cela je la connais. Quelle est la fonction qui me donne cette dérivée? C'est tout simplement U de x fois V de x. Donc cela, ça va être U de x fois V de x. Oh, ah non, je ne peux pas là. Bon, je continue après, Bon, donc je reprends. Maintenant, je regarde cette dérivée-là qui est égale. U de x fois V de x dérivée, ça va être égal à V de x fois U' de x plus U de x fois V' de x. Bon, donc ici, j'ai cette... Maintenant, je regarde l'intégrale de cela. Voilà. Donc, c'est l'intégrale de ça fois l'intégrale de ça.
C'est-à-dire, je vais avoir l'intégrale de v de x fois u' de x dx plus l'intégrale de u de x fois v' de x dx, ça va être égal. Donc, c'est l'intégrale de u fois v'. Mais l'intégrale de la dérivée de u, c'est uv. Donc, c'est égal à u de x fois, bien sûr, ici, on va ajouter une constante, fois v de x. Bon, maintenant, moi, ce que je cherche, c'est l'intégrale de u de x fois v' de x. Donc, à quoi est égal l'intégrale de u de x fois v' de x dx, c'est-à-dire cette intégrale-là, ça va être à ça, moins cette intégrale. Donc, ça va être u de x moins l'intégrale de v de x fois u' de x dx. Donc, bien sûr, plus une constante. Maintenant, la constante c, elle est dans cette intégrale. Je n'ai pas besoin de mettre plus c. Donc, cette intégrale, c'est égal à uv moins l'intégrale de v u'. Bonjour. Donc, l'intégrale de u dv est égale à uv moins l'intégrale de v dv. Bon, un exemple, l'intégrale de l'arc tangente x dx. Bon, donc vous voulez trouver l'intégrale de l'arc tangente x dx. Bon, donc qu'est-ce que je vais voir ici? Je vais prendre, donc ici c'est v du, je vais prendre v, c'est égal à arc tangente x et du, c'est égal à 1 fois dx, c'est-à-dire u' égale à 1. Dans ce cas, j'ai besoin de dv. dv, ça va être quoi? C'est v' fois dx. Et v', la dérivée de l'arc tangente, là en principe vous devez le connaître par cœur, on l'a déjà vu, c'est 1 sur 1 plus x au carré. Donc dv multiplié par dx. Mais dans ce cas, u à quoi est égal? Puisque j'ai mis 1, donc u, ça va être égal tout simplement x. Et dans ce cas, l'intégrale de l'arc tangente x dx, ça va être égal, donc ça c'est v du
On a dit ça va être égal à VU, donc ça va être X fois l'arc tangente X, ça c'est V fois U, moins l'intégrale de U dV. U, on a dit c'est X, et dV c'est 1 sur 1 plus x2 dx. Donc il suffit maintenant d'intégrer cela. Comment est-ce qu'on intègre cela? Qu'est-ce que je fais? Je multiplie ici par 2, et dans ce cas, je dois avoir ici un demi. Voilà. Je multiplie par 2 et j'ai divisé par 2. Donc maintenant, quelle est la fonction dont la dérivée c'est égal à 2x sur 1 Monsieur, plus x2? monsieur, Bon, soit le, vous la voyez directement, ou bien vous faites encore un changement de variable. monsieur, Oui, U دايما نديروه X. pardon? Le U دايما C'est نديروه X. quoi? Le U. Pardon? Le U Quoi? نديروه X. Ah non, 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 non. C'est uniquement ici, parce que du c'est égal à 1. C'est pour Ah non, ça dépend de... Là, on va voir un autre exemple où on ne va pas prendre U de x. Attention ici. Non, non, ce n'est pas toujours xu. Il faut... J'ai dit, ça dépend de ce que vous avez. Bon, maintenant, ça, directement, c'est ln 1 plus x2. Ça. Donc, ça va être égal à x arc tangente x moins 1 demi ln 1 plus x2. Quand vous dérivez ln 1 plus x2, vous allez voir, c'est 1 sur 1 plus x2 multiplié par la dérivée de ça. La dérivée de ça, c'est 2x. Voilà. Et plus une constante, c. Donc, bien sûr, attention, quand j'ai pris u égale à x, ce n'est pas tout le temps u égale à x. On va voir tout de suite, justement, pour éviter cette confusion. Donc là, j'ai pris u égale à tangente x, dv égale dx. C'est pour ça que j'ai v égale x. Enfin, on mélange u et v, là, il n'y a pas un problème. Voilà. Je prends par exemple celle-ci. Attention, j'ai dépassé. Voilà. Je prends par exemple l'intégrale de x sinus x. Voilà. Donc je prends l'intégrale de x sinus x dx. Donc là, je vais prendre u ou bien vu, c'est la même chose. U, je vais le prendre cx. Donc, du, ça va être 1. Et je vais prendre maintenant dv, ça va être ce qui reste, donc sinus x
dx. Donc, à quoi est égal v? Quelle est la fonction que je dérive me donne sinus? Ça va être moins cosinus x. Donc, l'intégrale de x sinus x dx, ça va être égal à u fois v. Donc, c'est x fois, donc c'est moins x fois cosinus x moins l'intégrale de v du. Au début, c'était u dv. Voilà, c'est u dv. Donc, c'est vu moins v du. Moins v du. Il y a ici un signe moins. Donc, je vais, au lieu d'avoir un moins, je le fais sortir. Donc, ça devient ici plus v, c'est cosinus x du. Donc, ici, c'est du, donc c'est fois dx ici. Donc, c'est 1 fois dx, donc cosinus x dx. Donc, ça va être égal à moins x cosinus x plus l'intégrale de cosinus x, on a dit c'est sinus x plus une constante c. Bon, bien sûr, si vous allez la dériver, qu'est-ce que vous aurez ici? C'est moins cosinus x quand je dérive x. Ça va être moins cosinus x. Après, je dérive cosinus x. Donc, c'est moins sinus x avec un signe moins ici. Plutôt, oui, avec un signe moins, c'est plus. Donc, plus x sinus x. Voilà, il y a les x sinus x. Et on a moins cosinus x. Et ici, quand je dérive, c'est cosinus x. Donc, il va se simplifier. Il me reste uniquement x sinus x. Voilà. Donc là, comme vous voyez ici, le E, attention, c'est x. Plutôt, tout à l'heure, on avait, oui, ici c'est U, c'est x. Tout à l'heure, c'était 1, si je reviens ici. Voilà. Oui, c'est l'arc tangente. Le x ici, on l'a obtenu quand on a intégré ça. Et là, le x, on l'a pris directement, c'est celui-là. Donc ici aussi, c'est x comme ça, par hasard, ça revient aussi x. Donc je vais voir peut-être, il y a là où il n'y a pas carrément x, voilà, par exemple ici. Ici, par exemple, vous avez x carré, l'intégrale de x carré ln x. Donc j'ai pris u, c'est ln x, et dv, c'est x carré x. Et dans ce cas, je dois dériver celle-là pour avoir du, c'est dx sur x, la dérivée de. Et je dois intégrer celle-là pour avoir v, c'est x en puissance 3 sur 3. Voilà. Donc ici, il n'y a pas de x, comme vous l'avez souligné. Et donc, vous intégrez. Donc, une fois on intègre, c'est uv. Ça, c'est uv, c'est-à-dire c'est 1/3 de x au cube fois ln x moins l'intégrale
ici, ouais, bien sûr, ici, ouais, V, c'est x3 sur 3 et du, c'est dx sur x. Voilà, dx sur x. Dx sur x, c'est x3 sur 3, le sur 3, il est là. Et bien sûr, x3 sur x, ça va être x2. Et la primitive, bon, bien sûr, j'ai fait une erreur maintenant, peut-être vous ne l'avez pas, moi je l'ai senti l'erreur que j'ai faite quand je vous ai dit la primitive de x2. Attends, on va voir celui qui veut rentrer, mais maintenant c'est la fin. Bon, il n'y a personne. Bon, je reviens. En parlant, je vous ai dit la primitive de x2, c'est x3 sur 3. Bon, je vous pose une question. À quoi est égale la primitive de x? Alors, répondez. À quoi est égale la primitive de x? X au carré sur 2. Bon, à quoi est égal? Voilà. Mais c'est faux. Pourquoi c'est faux? Parce que je ne dois pas dire à quoi est égale la primitive de x. Je dois vous poser la question, donnez-moi une primitive de x. Parce que si je vous dis à quoi est égale la primitive de x, dans ce cas, x a une seule primitive. Dans ce cas, x a une seule primitive. Parce que là, vous avez répondu, la primitive de x, c'est x2 sur 2. Mais il y a un autre, il va dire, non, c'est x2 sur 2 plus 1. Un autre va dire, c'est x2 plus 2 plus 3. Donc, la question que je dois poser, je ne dois pas dire la primitive de x. Je dois vous dire, donnez-moi une primitive de x. Là, c'est juste. Et chacun, il donne ce qu'il veut. Il y a celui qui me donne c'est x2 sur 2, il y a celui qui me donne c'est x2 sur 2 plus 5. Chacun a le droit de donner, mais l'essentiel, là, quand je vous dis donnez-moi une primitive de x, il faut donner la valeur de. Si vous dites c'est x3 sur 2 plus c, ça, ce n'est pas une primitive, c'est un ensemble. Parce que quand vous dites x2 sur 2 plus c, ça, c'est l'ensemble de toutes les primitives. Mais si je vous dis donnez-moi une primitive de x, vous devez me donner, par exemple, x2 sur 2, x2 sur 2 plus 1, x2 sur 2 plus 100. Chacun va donner ce qu'il veut. Mais on ne doit pas dire la primitive de x. Ça, c'est faux. On dit une primitive de x. Parce que x a une infinité de primitives. Si vous dites donner la primitive de x, ça veut dire x, il a une seule. Et ça, c'est faux. X admet une infinité de primitives. Voilà, donc je pense qu'on s'arrête là. Ce que je peux faire, c'est vous envoyer ce PDF. Vous allez refaire enfin les exercices. Il y a des exercices corrigés, vous pouvez les refaire. Monsieur, Voilà, c'est tout ce que. Oui. le développement limité, on n'a pas des Oui. exercices à faire dans le TD. Le développement limité. Pardon? Développement Ah limité. non, non, on n'a développement pas- limité, non. Non, 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 développement limité, c'est Taylor. On s'arrête à formule de Taylor. D'accord. On n'a pas le temps pour faire le développement limité. On s'arrête juste.
Développement de Taylor, c'est la même chose. Développement limité ou bien formule de Taylor. Enfin, développement limité, c'est un peu plus général. Mais si vous connaissez, si vous comprenez c'est quoi la formule de Taylor, c'est amplement suffisant. Voilà. D'accord, merci. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Pas de questions? Dans ce cas, à la semaine prochaine. Merci, monsieur. Merci, monsieur. Bonne journée, monsieur. Ouais, merci.